Salut les bivouackers, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis ravi de vous retrouver encore une fois sur la chaîne. Malheureusement pas en extérieur parce que le temps est vraiment pourri ce week-end, c'était un petit peu compliqué pour tourner en extérieur, mais ça ne va pas nous empêcher de continuer notre série sur le bivouac hivernal. Et on va aborder aujourd'hui le 4e volet dans lequel je vais essayer de vous donner quelques conseils, quelques astuces et surtout les comportements qui à mes yeux sont importants d'adopter quand vous allez partir bivouaquer dans la neige en hiver. Alors vous vous en doutez bien entendu, le principal ennemi lorsqu'on va partir marcher avec des températures de -10, -15 degrés, c'est le froid bien sûr, et à moins d'avoir des refuges à disposition ou la possibilité de faire du feu très facilement, la seule source de chaleur sur laquelle vous allez pouvoir compter, c'est vous-même, c'est votre organisme, et c'est pour ça que c'est essentiel de le maintenir systématiquement toujours au chaud. Alors dans cette vidéo, je vous le disais, je vais vous parler des bons réflexes à adopter pour vos randonnées hivernales, et je vais distinguer deux aspects. Le premier aspect, ça va être pendant la marche, lorsqu'on va randonner, et le deuxième aspect, ça va être lorsqu'on va bivouaquer, lorsqu'on sera en statique. Alors déjà, la première chose à savoir, si vous n'avez pas l'habitude d'aller marcher en hiver dans la neige, c'est qu'il va falloir, avant même de partir de chez vous, d'envisager des distances de progression, des distances de marche très courtes. Et oui, parce qu'en hiver et d'une, les journées sont beaucoup plus courtes qu'en été, il fait nuit beaucoup plus tôt, donc les temps de marche, bien entendu, sont énormément réduits par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire en été. Et puis surtout, la vitesse de progression dans la neige n'a strictement rien à voir avec une vitesse de progression normale sur de la moyenne ou de la haute montagne en randonnée estivale. Il faut envisager les imprévus, les temps de marche beaucoup plus réduits, la vitesse de progression beaucoup plus lente, le temps que on va consacrer pour installer le bivouac qui va être beaucoup plus important. Tout ça fait que vous allez avoir des temps de marche très court. Donc déjà, dès le départ, envisagez des itinéraires à la journée de 3-4 heures, pas plus, maximum, pour avoir le temps de vous installer, pour avoir le temps de tout gérer. Alors c'est vrai, on se refroidit beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement lorsqu'on arrête de marcher, lorsqu'on est en statique, plutôt que lorsqu'on est en train de randonner. Et on pourrait avoir tendance à penser justement que c'est plus compliqué de gérer le froid lorsqu'on est au bivouac, par exemple, que lorsqu'on marche. Et pourtant, et c'est contre-intuitif, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que ça va être beaucoup plus compliqué de gérer justement les problèmes de froid lorsqu'on va randonner. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsqu'on randonne, on va dégager sous l'effort de la chaleur. Et cette chaleur, si on n'y fait pas attention, si on n'y prend pas garde, elle va finir par mouiller nos affaires et c'est là qu'on va se refroidir. C'est pour ça qu'il va falloir adopter plusieurs règles pendant la marche. Alors la première règle, ça va être tout simplement d'adapter sa vitesse de progression, son effort, en fonction de la chaleur qu'on va dégager. C'est-à-dire que dès qu'on sent qu'on dégage trop de chaleur, on ralentit. Ça, c'est la règle numéro 1. Quand il y a du dénivelé, on ralentit. Il ne faut pas hésiter justement à ralentir vraiment son rythme de marche. Il faut tout faire, encore une fois, pour éviter de transpirer, pour éviter de mouiller ses affaires. Ça, c'est vraiment hyper important. Alors la deuxième règle, c'est ce qu'on appelle la technique de l'oignon. Il ne faudra pas hésiter à s'arrêter autant de fois qu'il le faudra pour enlever ou remettre des couches. Généralement, ça va plutôt être pour en enlever. C'est-à-dire que si on commence à avoir trop chaud, peut-être qu'on a une couche qu'on peut enlever justement pour réguler sa température. Il vaut mieux avoir un petit peu froid lorsqu'on marche plutôt que trop chaud, justement. Encore une fois, la règle d'or, c'est d'éviter à tout prix de transpirer, ne pas hésiter à s'arrêter et à multiplier les pauses autant de fois qu'il le faut pour jouer de la technique de l'oignon, enlever des couches, remettre des couches, même si ça impose d'enlever son sac, de poser son sac, même si c'est contraignant, parce que bien souvent par flemme, on ne va pas avoir envie de s'arrêter, on va avoir envie de continuer, on va se dire oh, il reste encore 30 minutes. Ne pas hésiter, ça c'est la deuxième règle, ne pas hésiter à s'arrêter et à enlever, remettre des couches. Alors, la troisième règle qui est très importante, et que ce soit pendant la marche, mais aussi pendant le bivouac bien sûr, c'est la protection quasi systématique des extrémités, que ce soit les pieds, les mains ou la tête. Moi, je préconise d'avoir toujours au moins 2 paires de gants avec vous lorsque vous partez. Pareil pour les pieds, d'avoir au moins 2 paires de chaussettes en plus de la paire sèche que vous utiliserez au bivouac pour dormir. Pourquoi ? Parce que vous allez systématiquement, fatalement finir par mouiller une paire de gants, une paire de chaussettes, que ce soit par votre transpiration ou que ce soit par négligence ou par accident. Et donc, c'est important d'avoir toujours un backup sec pour éviter justement de vous refroidir au niveau des extrémités. Il ne faut pas oublier que par -10, -15 degrés, c'est les doigts, c'est les orteils qui risquent en premier des gelures. Si les conditions se dégradent, si vous êtes paumé, il peut y avoir 1001 imprévus qui font que vous êtes obligé de rester plus longtemps que prévu sur place. Et si vous n'avez pas de quoi vous protéger les mains, les pieds, vous risquez des gelures à vos orteils, à vos doigts. Donc c'est très important d'avoir un backup là-dessus. C'est pas du tout déconnant en hiver de multiplier par 2 les chaussettes, les gants. Avoir aussi une paire de moufles, bien sûr, étanches ou au mieux imperméables, respirants, pour pouvoir manipuler la neige lorsque par exemple vous allez chercher de la neige pour faire la fonte le soir au bivouac, ou lorsque vous allez faire des travaux de terrassement, ou au contraire mettre de la neige sur votre toile pour la pourrir, pour éviter les infiltrations lorsque vous allez installer votre abri. Bon, ça fera l'objet d'une vidéo dédiée, l'installation de l'abri au bivouac, ça je vous ferai une vidéo à part pour ça, mais c'est important de se protéger quasi systématiquement les extrémités. Par exemple aussi une astuce qu'on peut avoir si on marche dans de la neige humide pendant plusieurs heures,
pour éviter, même si on a des chaussures en Gore-Tex, même si on a des chaussures imperméables, au bout d'un moment, de toute façon, l'eau va finir par rentrer et on va avoir ces chaussures mouillées. Pour retarder ce moment au maximum, on peut envisager par exemple d'enfiler des sacs plastiques sur ces chaussures. Ça va permettre justement de retarder le moment où l'eau va finir par percer la membrane et on va se retrouver avec des chaussures mouillées et des pieds trempés et gelés. Donc ça peut être une solution par exemple pour éviter de mouiller ses chaussures et d'avoir les pieds gelés pendant la marche. Et puis un truc aussi à penser qui est très important pour éviter justement de se refroidir pendant la marche, c'est de faire bien attention à s'hydrater correctement. Et c'est d'autant plus important qu'en hiver, la déshydratation, on ne la voit pas du tout arriver. Autant en été, lorsque les températures sont caniculaires, l'envie de boire, elle est tout de suite présente, on le sent, on transpire. Autant en hiver, lorsque les températures sont très basses, et encore plus quand l'eau est glacée, on n'a pas forcément envie de boire, on ne pense pas du tout à boire même souvent, et puis on ne se rend pas compte qu'on est complètement déshydraté. Et puis l'autre danger aussi de la déshydratation, c'est que ça va altérer notre faculté de jugement, et on risque, en étant déshydraté, de prendre des décisions qui pourraient nous mettre en danger, de faire entre guillemets des conneries, et puis ça peut être un cercle vicieux et on peut risquer de se mettre vraiment dans des situations très dangereuses. Donc moi c'est ce que je vous conseille en tout cas, même si ça vous alourdit, encore une fois, la sécurité passe avant la légèreté en hiver, c'est de prendre avec vous un thermos comme celui-ci par exemple. Ça a pas mal d'avantages, ça va vous permettre de boire une boisson bien chaude, de mieux vous hydrater, ça va permettre aussi par exemple de mettre du thé avec du sirop d'agave, du sucre, enfin quelque chose qui va être plus calorique que de l'eau tout simplement, d'avoir un petit peu plus d'énergie. L'autre avantage aussi, c'est que le fait d'avoir une boisson chaude à disposition pendant la marche, ça va vous éviter des manipulations qui pourraient vous refroidir, qui pourraient être compliquées, comme par exemple de sortir le réchaud du sac, de faire fondre de la neige, de faire chauffer de l'eau, etc. Je vous garantis que vous n'allez vraiment pas regretter de l'avoir avec vous quand vous allez vous retrouver par moins 10 degrés sous la tempête de neige. Encore une fois, ça vous évite des manipulations inutiles, ça vous permet de garder une bonne hydratation et puis vous pouvez rajouter des choses qui vous permettent justement d'avoir un peu d'énergie aussi. Donc ça, c'est vraiment très pratique et je ne peux que vous conseiller d'avoir un thermos lorsque vous allez partir randonnée. Et puis dernière chose, pour ce qui est des bons comportements à adopter lorsque vous allez marcher en hiver, c'est d'avoir avec vous systématiquement une carte de l'endroit où vous allez randonner ainsi qu'une boussole. Parce que même si vous avez l'habitude, comme moi par exemple, d'utiliser le smartphone ou un GPS dédié pour vous orienter en randonnée, le problème encore une fois avec l'électronique en hiver, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'une panne. En tout cas, le risque de panne des batteries, même des GPS, est bien plus grand en hiver lorsque les températures sont très négatives qu'en été. C'est important, je pense que c'est même indispensable de pouvoir d'avoir la possibilité de s'orienter avec une carte et une boussole. Donc ça nécessite bien sûr d'avoir les aptitudes, d'avoir les connaissances nécessaires. Je vous ferai d'ailleurs peut-être une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Comment s'orienter avec une carte et une boussole. En tout cas, qu'est-ce qui va vous être utile, vous, pendant la randonnée, avec la carte et la boussole, qu'est-ce qui est utile de savoir. Mais je pense que c'est d'autant plus important qu'en hiver, la visibilité est très mauvaise. Si vous avez un temps gris, si vous avez du brouillard, si vous ne voyez rien à 10 mètres, et que votre GPS vous lâche, à ce moment-là, vous êtes bien marron. Et puis, tout ce qui est balisage sur les sentiers, les marques jaunes, les marques rouges et jaunes, etc., vous ne les verrez pas. Vous ne verrez même pas le sentier de toute façon. Lorsque vous êtes à 2300 mètres, 2400 mètres en hiver, vous ne voyez rien. Vous ne savez même pas où le sentier passe. Et si votre GPS, encore une fois, vous a lâché à ce moment-là, vous faites comment? Donc c'est indispensable, je pense. Autant on peut s'en passer en été, autant en hiver, c'est indispensable d'avoir les compétences pour pouvoir s'orienter avec une carte et une boussole. En tout cas, savoir lire une carte, être capable de faire la concordance de ce qu'on voit sur la carte et ce qu'on voit sur le terrain, et puis savoir relever un azimut tout simplement, et puis suivre cet azimut lorsque vous allez marcher. Ça va vous permettre d'éviter de vous paumer et de vous retrouver à devoir attendre des secours pendant 12 heures ou 24 heures parce que vous ne savez pas du tout où vous êtes. Donc très important encore une fois, avoir systématiquement sur vous un petit ziploc dans lequel vous avez une photocopie de la carte du coin dans lequel vous allez partir vous balader, avec la boussole, savoir vous en servir bien sûr, mais ça va vous permettre au moins de ne pas être compté à 100% sur l'électronique. Maintenant qu'on a vu les bons comportements à adopter pendant la marche, pendant la randonnée, il est temps de détailler ceux à avoir au bivouac. Alors la première règle, c'est que tout est beaucoup plus compliqué à manipuler lorsqu'il fait très froid. Donc il va falloir simplifier votre setup, simplifier votre liste au maximum. Je prends un exemple, votre veste de pluie, votre doudoune ou bien votre abri, la fermeture éclair de votre abri par exemple. N'hésitez pas à rajouter des petites cordelettes sur les zips. Ça va être beaucoup plus simple de les manipuler avec un gant ou avec une mouffe que si vous utilisez uniquement les tirettes en métal. Et puis ça vous évitera encore une fois de toucher directement le métal avec vos doigts. Il y a plein de choses comme ça sur lesquelles on peut simplifier. Par exemple le couteau, moi j'ai l'habitude de prendre un couteau pliant, un petit couteau pliant multifonction pour mes randos 3 saisons. Là en hiver, en l'occurrence, je ne prends plus de couteau pliant, je prends un couteau fixe.
Ça va me permettre d'avoir quelque chose de plus résistant déjà, et puis ça va me permettre aussi d'éviter des manipulations. Je n'ai pas à sortir la lame, je n'ai pas un risque de me blesser parce que j'ai une dextérité qui est beaucoup plus réduite. Donc par exemple, je remplace mon couteau pliant par un couteau fixe lorsque je vais randonner en hiver et que les températures sont très négatives. Pareil, pour vous faciliter les manipulations, n'hésitez pas à emmener avec vous un sac plastique qui vous servira à stocker la neige quand vous ferez fondre celle-ci le soir au bivouac pour avoir de l'eau. Il faut savoir qu'en gros, un quart de la neige récoltée deviendra de l'eau, donc si vous voulez avoir 2 litres de flotte, il faudra en gros 8 litres de neige. Donc prenez un sac assez conséquent, ça vous évitera justement des manipulations supplémentaires, d'avoir à ressortir chercher de la neige, et puis ça vous permettra aussi de tasser celle-ci dans le sac et de chasser l'oxygène. Et en chassant l'air, en fait, la neige va fondre beaucoup plus rapidement, donc vous allez économiser du carburant et puis vous allez gagner aussi du temps. Il va falloir penser chaque objet comme ça. Il va falloir éviter aussi d'emmener trop de petits objets parce que la neige, le problème c'est que dès qu'on fait tomber quelque chose dedans, on le perd très facilement. Donc évitez au maximum les petits objets. Si vous avez des haubans très fins, par exemple sur votre abri, les remplacer par des haubans beaucoup plus gros parce que quand les haubans vont geler, je peux vous garantir que si vous avez des haubans de 1,5 mm, 2 mm, vous allez galérer comme un fou pour pouvoir les démêler quand il va falloir installer votre campement. Donc ne pas hésiter aussi à s'alourdir avec les cordelettes, les haubans de vos abris. Il va falloir penser comme ça chaque chose pour faciliter les manipulations. Pareil pour la tasse, pour la popote. Ne pas hésiter à prendre une popote de 1 litre voire 1,5 litre pour une personne parce qu'il va falloir un gros volume pour faire fondre la neige et puis ça va également être beaucoup plus simple de manipuler quelque chose de gros que quelque chose de petit. Et c'est pour ça que le réchaud à gaz déporté est aussi très pratique en hiver. Ça vous permet de gagner en stabilité. Enfin, dernier conseil pour vous faciliter la manipulation au bivouac, évitez à tout prix d'emmener des bouteilles en plastique pour vos réserves d'eau du type cristalline, Evian, etc. Les plastiques du grand commerce sont des plastiques très fins qui vont très vite se fragiliser, qui ne supportent pas du tout les écarts de température et vous allez vous retrouver rapidement avec des bouteilles complètement inutilisables. Privilégiez plutôt des bouteilles comme les Nalgene. Alors le plastique, ça a l'avantage de pouvoir se manipuler directement sans gants, sans risquer d'ongler ou autre chose. Et puis l'avantage aussi, c'est que ça a des goulots très larges, donc ça va geler, ça va dégeler en tout cas beaucoup plus facilement qu'avec un petit goulot. Et puis on peut s'en servir aussi pour faire une bouillotte. Ça résiste très bien à l'eau bouillante. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs la vidéo que je vous avais faite sur mes 5 conseils pour rester au chaud en hiver, je vous remets le lien. Vous pourrez aller la voir cette vidéo. Mais voilà, ça vous permet aussi de faire une bouillotte, ce qui n'est pas vraiment possible avec une bouteille classique. Le plastique risque de fondre, c'est même très dangereux, on peut risquer de se brûler. Privilégiez plutôt ce genre de bouteilles. Il y a les Nalgene en 1 litre qui sont très bien aussi. Et puis ça vous permettra justement de conserver votre eau en toute sécurité. D'ailleurs, un petit conseil, si vous avez de l'eau en dehors de la bouillotte, bien sûr, à stocker la nuit, vous pouvez les stocker tête vers le bas parce que le point de gelée va être généralement en haut. Donc tout ce qui va se trouver en dessous ne sera pas gelé et au moins ça vous permettra d'avoir un petit peu d'eau disponible le matin. Mais encore une fois, moi je vous conseille plutôt d'utiliser une bouillotte. Ça vous permettra aussi d'avoir une réserve d'eau complètement disponible le matin et d'avoir à éviter de chauffer, de faire fondre de la neige pour vous hydrater dès le réveil. Toutes les manipulations qu'on va devoir faire au bivouac, il va falloir penser pour les simplifier au maximum et pour éviter justement les conneries, les galères, les erreurs lorsqu'on va se retrouver justement au campement. Donc ça, c'est la première règle. Enfin, un autre truc sur lequel il va falloir faire très attention au bivouac en hiver, ça va être de protéger systématiquement tous les objets qui vont être très sensibles au froid. Alors bien entendu, il y a tout ce qui est électronique, parce que l'électronique et le froid, ça ne fait pas du tout bon ménage. Donc moi, je vous conseille de dormir systématiquement avec votre téléphone, avec votre frontal, avec votre GPS, avec les batteries de votre appareil photo, si vous avez des powerbanks également. Tout ça, ne les laissez surtout pas dehors dans l'abri. Mettez-les avec vous dans le duvet, ça évitera que les batteries se déchargent trop rapidement. Éventuellement, s'il n'y a pas trop de place, vous pouvez toujours mettre ça dans un vêtement, quelque chose qui ne vous sert pas dans votre sac à dos. Ça évitera justement qu'elle soit complètement en contact avec les températures négatives, mais de préférence, gardez-les avec vous, c'est pareil pendant la marche. Ce sera la même chose pour le gaz, même si vous utilisez un réchaud à gaz inversé. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas ce type de réchaud et si vous avez envie de savoir comment ça fonctionne, j'ai fait une vidéo dessus, je vous remets le lien, vous pourrez aller voir cette vidéo. Mais même si vous utilisez un réchaud de ce type, je vous conseille de conserver avec vous les bonbonnes de gaz. En tout cas, ne les laissez surtout pas dehors dans l'abri, ça va geler, ça va être très compliqué ensuite de s'en servir le lendemain. Éventuellement, de préférence, à mettre dans le duvet avec vous pour la nuit. Et enfin, autre chose très importante à protéger du froid, ça va être vos chaussures, parce qu'on n'a pas du tout envie le matin au réveil d'avoir une paire de coques complètement gelées qui vont être très compliquées à enfiler, surtout si on a
Si on a laissé les chaussures comme ça à l'air libre et si elles étaient un petit peu humides la veille ou voire carrément trempées, là ça va être très problématique, vous allez vous retrouver avec 2 glaçons. Pour vous réchauffer les pieds, même pendant la marche, ça va être très compliqué. Vous pouvez marcher comme ça pendant 2 heures et avoir les pieds complètement gelés et risquer aussi des gelures. Donc ça, on va éviter à tout prix de laisser les chaussures à l'air libre. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est pareil, prévoir un sac plastique dans lequel on va pouvoir mettre les chaussures. On peut les mettre dans le sac à dos et puis se servir de l'ensemble comme oreiller par exemple. Ça va protéger les chaussures du froid. Sinon, on peut aussi les enterrer dans la neige, dans le sac plastique, parce que tout ce qui va être enterré encore une fois dans la neige va rester à une température qui va tourner autour de 0 degré, donc elles ne gèleront pas. Mais en tout cas, ne laissez pas vos chaussures à l'air libre comme ça, dans l'abri. Protégez-les du froid, mettez-les dans un sac, dans votre sac à dos éventuellement, ou si vous avez de la place dans votre duvet, toujours protégé par un sac plastique bien entendu, mais ça vous évitera d'avoir à enfiler 2 glaçons le matin au réveil. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ces quelques conseils vous permettront d'aller randonner dans la neige, de bivouaquer en hiver avec plus de sérénité. Si vous connaissez d'autres astuces pour randonner sereinement en hiver, n'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires. C'est toujours hyper enrichissant de profiter de l'expérience des autres. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas encore une fois à laisser un pouce et à la partager avec vos amis randonneurs sur les réseaux. Ça permet de faire connaître davantage la chaîne. Et d'ailleurs, j'en profite pour préciser qu'on va atteindre bientôt la barre des 2000 abonnés. Et je voulais en profiter pour vous remercier, vous dire un grand merci du fond du cœur à tous ceux qui me suivent depuis le début de cette formidable aventure. Et j'espère très sincèrement que ça va continuer encore pendant longtemps. Il y a pas mal de revues matérielles qui vont arriver très prochainement. J'ai beaucoup de nouveaux matériels à vous présenter. D'ici là, je vous souhaite de passer à toutes et à tous d'excellentes fêtes de Noël. Et en attendant qu'on se retrouve pour la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!